Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est un petit peu à part. C'est pas vraiment en cours. C'est simplement pour faire une remarque sur une notion qui apporte des fois des soucis à certains étudiants. Et c'est la notion d'inversion de Walden, dont on entend parler régulièrement au niveau des réactions de substitution nucléophile et plus particulièrement les substitutions nucléophiles d'ordre 2. Et il y a un amalgame qui est fait entre l'inversion de Walden et l'inversion de configuration absolue des carbones. Donc pour rappel, la réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, on a trois éléments caractéristiques. Le premier, c'est le fait que c'est une réaction qui se déroule en une seule étape, c'est-à-dire que je n'attends pas que le groupe partant s'en aille pour venir prendre sa place. Le nucléophile va attaquer directement le carbone porteur du groupe partant, et on fait ça en une seule étape. Okay, donc j'arrive directement au produit de la réaction. Le deuxième élément qu'on avait vu ensemble, caractéristique de la SN2, ça va être l'approche du nucléophile par rapport au groupe partant. Et cette approche, elle se fera nécessairement en anti du groupe partant. Et ça, c'est pour des raisons électroniques, de répulsion électronique. Donc approche, c'est très important pour la stéréochimie. Approche du groupe entrant en anti par rapport au groupe partant, au nucléofuge. Et le dernier point qu'on avait vu ensemble également, c'était le fait que la réaction de SN2 soit une réaction stéréosélective, c'est-à-dire qu'en fin de réaction, j'obtiens un unique composé ou lorsque par exemple je peux en obtenir deux selon la théorie. Donc je vais y revenir juste après en te proposant un exemple dès maintenant. Donc prenons cet exemple-là ici avec un dérivé halogéné. Donc dérivé halogéné secondaire. Pourquoi? Parce que le carbone halogéné est porteur de deux substituants différents de H, un méthyle et un éthyle. Donc c'est un dérivé halogéné secondaire. Peu importe, ça c'est pour la nomenclature. Donc si je reprends la configuration absolue de ce centre stéréogène, puisqu'il porte bien quatre substituants différents, donc c'est de manière classique, je classe les différents substituants de 1 à 4 selon le numéro atomique des atomes directement liés à mon carbone stéréogène. J'obtiens cette classification 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je regarde dans quel sens je vais tourner, toujours en faisant attention à ce que le numéro 4 soit à l'arrière du plan. C'est bien notre cas ici. L'hydrogène est bien à l'arrière du plan dans cette représentation de Cram. Donc j'ai affaire ici au composé halogéné, dérivé halogéné de configuration absolue grand R. Pourquoi? Parce que la séquence 1, 2, 3, je tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc configuration grand R. Et je pars de ce composé-là, 100% de cette configuration. Je fais ensuite la réaction de SN2, donc on l'a dit, je vais faire une substitution ici, avec l'anion hydroxyle. L'anion hydroxyle, dans le mécanisme SN2, va arriver en anti par rapport au groupe partant, donc obligatoirement de ce côté-là. Il ne pourra pas arriver de ce côté-là, il va le faire forcément ici, en arrivant de la gauche et attaquer le carbone. Donc la SN2, une seule étape, j'introduis des électrons de ce côté-là vers le carbone pour créer la liaison carbone-oxygène. Et en même temps, le carbone ne pouvant pas accepter une cinquième liaison, il va libérer le nucléofuge, groupe partant, qui s'en va bien entendu avec les deux électrons de la liaison. Okay, donc ça c'est la seule étape de la réaction de SN2 avec une approche en anti du nucléophile. Et j'obtiens le produit de la réaction. Celui-ci, j'ai bien substitué l'atome de chlore par l'atome d'oxygène, ici le groupement hydroxyle, et j'ai libéré le chlorure. C'est le chlore est bien parti avec les deux électrons, il se retrouve avec une charge négative. Et si je regarde la configuration absolue de ce nouveau centre stéréogène, même principe au niveau du classement, et là je vois que pour faire la lecture de la séquence 1, 2, 3, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là j'ai un carbone de configuration absolue grand S, et j'obtiens uniquement ce composé-là. Donc ça c'est le dernier point, c'est une réaction stéréosélective. J'obtiens 100% d'un seul carbone stéréogène, là où la théorie me dit j'aurais pu en obtenir deux. Pourquoi? Parce que j'ai un carbone stéréogène, donc théoriquement deux configurations différentes, R et S. Ici, je n'obtiens que 100% du composé S. Donc réaction stéréosélective. Et ce qu'on observe ici, c'est une inversion de la configuration absolue. Je suis passé du R au S, j'ai bien fait une inversion. Mais ça n'est pas l'inversion de Walden. Et c'est justement là qu'il y a un amalgame qui est fait systématiquement entre l'inversion de Walden, sur laquelle on va dire systématiquement ça correspond à une inversion de la configuration absolue. Or, ce n'est pas le cas du tout. En tout cas, ça ne l'est pas toujours. Donc l'inversion de Walden, c'est quoi? C'est ce que je te présente ici.
Je reprends mon dérivé halogéné, c'est le même exemple que précédemment, et j'aime bien faire l'analogie avec le parapluie, donc notre composé tétrahydrique, ici dérivé halogéné, qu'on va superposer à notre parapluie. Donc configuration R pour le produit de départ. Et on a dit la SN2, l'approche du nucléophile se fait en entier du groupe partant, donc il va arriver par là et puis il va chasser de haut. Donc cette approche en entier, c'est équivalent d'un coup de vent sur ton parapluie. C'est exactement la même chose. On fait la réaction de SN2 et on se retrouve avec ce résultat-là, donc le produit de ma réaction de SN2. J'ai bien transformé, en tout cas substitué le chlore par le groupement hydroxyle, et j'ai mon parapluie, lorsque tu as un coup de vent dessus, tu retournes complètement, donc c'est le cas pour la molécule également. D'accord. Et on a vu, dans ce cas-là, on partait d'un carbone R, on arrivait à un carbone S. Donc ça, c'est l'inversion de configuration absolue, il n'y a pas de problème. Mais l'inversion de Walden, c'est l'analogie justement avec le parapluie. Et l'inversion de Walden, ce n'est pas une inversion de la configuration absolue R et S, c'est une inversion de configuration que l'on appelle relative, c'est-à-dire les groupements dans l'espace vont s'inverser les uns par rapport aux autres. Donc c'est ça l'inversion de Walden en réalité. Et dans notre cas, à nous, on a également une inversion de la configuration absolue, mais ça n'est pas toujours le cas. Okay. Donc l'inversion de Walden elle a lieu systématiquement, quelle que soit la SN2, je vais retourner mes substituants les uns par rapport aux autres dès que je vais introduire mon nucléophile et faire sortir le nucléofuge. Okay. Donc pour te montrer autrement, si jamais tu n'as pas compris, je reprends exactement le même exemple et puis maintenant je vais me placer par rapport, je vais mettre à la place de mon carbone stéréogène et je regarde dans la direction ici vers la gauche là-bas. Au-dessus de ma tête, j'ai le, au-dessus de ma tête, j'ai le groupement CH3. Dans mon dos, j'ai bien le chlore. Et puis ici, donc, qui apparaît devant sur cette représentation de Cram, si je me mets à cette place ici, je vois bien que le groupement C2H5 va apparaître ici à ma gauche. Et puis l'hydrogène à l'arrière du plan, ici, va apparaître à ma droite. Donc ça, c'est mon point de vue. Si je me mets à la place du carbone stéréogène, en ayant l'atome, le groupe partant dans le dos. Okay. Je fais ma réaction de SN2. J'obtiens le produit des réactions, et puis je vais conserver le même point de vue toujours en me mettant à la place du carbone. Donc ça veut dire que je vais me positionner de cette manière-là. J'aurai toujours le groupement méthyle au-dessus de ma tête. J'aurai toujours à la place du chlore, maintenant j'ai le nouveau groupe qui est entré ici, groupement hydroxyle, qui sera dans mon dos. Et cette fois-ci, tu vois bien que l'hydrogène qui était tout à l'heure ici sur ma droite se retrouve à ma gauche, et le groupement C2H5 que j'avais à ma gauche se retrouve cette fois-ci à ma droite. Donc ce point de vue-là. Donc c'est ça l'inversion de Walden, c'est cette inversion de configuration relative, c'est-à-dire dans l'espace, les substituants vont se regarder d'une manière différente. Et ça n'a rien à voir en réalité avec l'inversion de configuration absolue R et S. Okay. Donc bien retenir l'inversion de Walden, c'est une inversion de configuration relative. Donc pour te montrer, te prouver que c'est vrai, je te le montre avec un exemple particulier. Alors, il est vrai que dans la plupart des substitutions nucléophiles d'ordre 2, l'inversion de Walden va être associée systématiquement à une inversion de configuration absolue, mais on peut trouver des exemples où ce n'est pas le cas. Donc je t'en présente un ici. Donc ce dérivé halogéné, avec le brome groupe partant. Configuration ici, je te représente rapidement, donc configuration S pour ce carbone stéréogène. Et j'utilise uniquement 100% de celui-ci. Et je vais faire une substitution nucléophile avec le groupement nitryl C triple liaison N avec une charge négative sur le carbone. Donc ça c'est mon nucléophile. SN2 approche en anti du groupe partant. Ça, il n'y a pas de problème. En une seule étape, je fais la substitution. J'élimine le bromure, donc là je n'ai pas dessiné, mais il est éliminé bien entendu, et je l'ai remplacé par la fonction nitryl CN-. Et là tu vois, si on représente, si on cherche de nouveau la configuration absolue de ce nouveau centre stéréogène, et j'ai obtenu que celui-ci, 100%, donc c'est bien une réaction stéréo spécifique. Les classements me donnent cette numérotation-là, et le sens de lecture 1, 2, 3, je vois que je tourne encore une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, exactement comme je le faisais sur le substrat de départ, et j'obtiens une configuration S. Donc tu vois bien que dans le cadre d'une SN2, j'ai systématiquement l'inversion de Walden, donc les substituants qui sont là autour du carbone ont été inversés dans l'espace, donc c'est l'inversion de configuration relative qui a lieu systématiquement. Par contre, l'inversion de configuration absolue
c'est-à-dire le R ou le S, on voit bien que dans cet exemple particulier, il y a une rétention de configuration absolue, c'est-à-dire que je conserve la même et je n'ai pas fait une inversion, je ne suis pas passé d'un R à un S ou d'un S à un R. Ok? Donc voilà ce que je voulais te présenter un petit peu pour faire le point sur cette inversion de Walden, parce qu'on le voit dans la plupart des cours, que ce soit en ligne ou dans certains ouvrages, qu'on met systématiquement l'inversion de Walden en équivalence avec l'inversion de la configuration absolue. Or, ça n'est pas forcément systématiquement le cas. Okay? Donc c'est ce que je te dis pour terminer ici. Ne pas confondre cette inversion de Walden avec la configuration absolue qui, dans la plupart des cas, évidemment, elle va être inversée, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Ça dépendra, bien entendu, du groupe entrant, c'est-à-dire du nucléophile que je vais introduire sur mon dérivé halogéné. Et à ce moment-là seulement, je pourrai dire j'ai fait une inversion de configuration absolue ou pas. Pourtant, l'inversion de Walden, elle aura systématiquement lieu, quel que soit le groupe partant, le groupe entrant, etc. etc. Okay. Donc voilà, je te remercie et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.